Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21 h. Ce soir, on va recevoir un militant, et avec un parcours, mais un militant pour la démocratie en Algérie, du collectif Debout l'Algérie. Il s'appelle Djamel Berbere. Alors, il n'est pas berbère, malgré son nom. Bon, on peut le déplorer, mais on va lui pardonner pour cette fois. Mais je pense qu'il rebondira là-dessus sur l'unité de l'Algérie et l'importance. Donc, Djamel Berbere, bonsoir. Bonsoir, Akli. Vous avez un très beau nom de famille. Absolument, j'en suis absolument fier et je suis étonné que tu dises que je ne sois pas berbère. Nous en reparlerons parce que ça se discute. Ça se discute, donc voilà. La Mazirlande se discute. Ah oui, moi je ne lâcherai pas. Donc, Djamel Berbere, c'est qui Djamel Berbere? Tu es né où? Tu as grandi où? C'est quoi ton parcours? L'histoire un peu de Djamel Berbere? Ah ouais, Djamel Berbere est né au Maroc. Il ne faut pas que je parle de moi à la troisième personne. Je suis né au Maroc, à Kenitra, dans ce qui était à l'époque une toute petite ville pas loin de Rabat. Et voilà, on a notre maison là-bas qui est toujours dans la famille. Et je suis rentré en Algérie en 62, comme beaucoup de gens, parce que ma famille était une famille, on va dire, réfugiée au Maroc, en quelque sorte, même si on y est resté très longtemps. Et je suis rentré en Algérie en 62, j'ai fait mes classes et mon adolescence. Mais tu es originaire d'où? Tes parents sont originaires d'où en Algérie? Ma mère est de la région de Tlemcen. Voilà, donc on a très souvent voyagé là-bas quand j'étais jeune, on avait énormément de familles du côté de Tlemcen. Et mon grand-père était d'Alger. Et c'est mon grand-père qui a émigré au Maroc pour éviter la conscription qui était la règle au début du siècle dernier pour les aînés de toutes les familles. C'est pas très su, mais... Ton père était d'Alger aussi, c'est ça? Mon père est né au Maroc comme moi. C'est mon grand-père qui a émigré pour éviter la conscription. C'est pour que les gens nous expliquent pourquoi il ne nous parle pas de son père et du grand-père. Donc c'est parce que ton père était déjà né au Maroc, voilà. Et c'est le grand-père qui est originaire d'Alger qui avait émigré. Exactement, voilà. Exactement. Voilà. Et donc on est rentré en Algérie en 62. J'ai vu toute la première partie de la vie de l'Algérie indépendante. Je ne l'avais jamais vue. Enfin, on y était allé quand j'étais petit, mais j'étais trop petit. Je n'avais jamais vu l'Algérie sous la domination coloniale française. Et donc j'y ai vécu jusqu'en 73 et c'était mes années les plus heureuses. J'étais entre Alger, entre Kouba, Alger-Plage, Mahdia, enfin tous ces endroits, Meliana je voulais dire, pas Mahdia, tous ces endroits merveilleux d'Algérie. C'est mon enfance et je suis resté très très profondément attaché à ce temps-là. Et puis j'ai quitté à 18 ans pour venir faire mes études, comme beaucoup de gens. T'es venu tout seul au départ faire les études à 18 ans? Oui, oui. Tes parents t'ont rejoint longtemps après ou comment ça se passe? Quelques années après, mon père a eu des ennuis de santé assez sévères et en fait tous les garçons étaient partis à l'étranger pour étudier, l'un en Yougoslavie, deux d'entre eux en France ici et puis comme toute la famille était partie et mon père était malade, il est venu en France, il nous a rejoints en 77. Et il est malheureusement décédé assez rapidement après parce qu'effectivement, sa situation n'était pas bonne du tout au point de vue cardiaque. Et voilà. Ah voilà. Et donc, fais attention Djamel, parce que tu parles du Maroc, tout ça, les gens pourraient t'assimiler au clan d'Oujda. Oui, alors ça c'est en même temps, je veux dire, je suis un... Tlemcen, voilà, au Maroc, c'est clan d'Oujda. Oui, je porte une croix quelque part. Et d'ailleurs, au début des manifestations en faveur de l'Algérie nouvelle qui ont eu lieu à la République, j'étais très très outré qu'on utilise marocain comme insulte à l'égard de Bouteflika, qui n'est pas du tout marocain. Une insulte, c'est pas du tout une insulte. Voilà, c'est pas du tout une insulte d'être marocain. Même c'est le même peuple, non? Absolument, moi je suis très... Il faut arrêter de diviser les gens ou de trouver des subterfuges. Tu as le droit d'être au Maroc comme toi pour... Non, on peut dire des choses au sujet des Marocains, par exemple... À Alger, on a des meilleurs gâteaux qu'au Maroc. Bon, on peut dire des choses comme ça, chacun a son... Mais le Maroc ne dira pas la même chose, fais attention. Il y aura un débat. Il y aura un débat. Mais je veux dire, traiter les gens de Marocains d'une manière dérogatoire, ça se fait pas. Ça se fait pas. Résiste, là, tu résistes. Et tu vois, l'intérêt avec les Berbères, les Amazirs, c'est que nous, on ne se traite pas entre nous, quel que soit le pays où on est. Ah ben non. Les Amazirs, l'avantage, c'est que c'est partout,
assez commun, la même langue, la même... Bon, il y a Il y a des petites des différences. différences entre Bien le sûr, mais Rif, je veux dire, le voilà. Chassoucia, le Kabyle, Voilà. le Mozambique dans le sud, Exactement. les Chaouis, on a quand même quelques... Mais en Déjà- réalité, le Maghreb est entièrement, parce qu'on en rigole, déjà berbère, Bien et sûr. l'Algérie aussi, c'est son Bien histoire, sûr, c'est ses bien racines, sûr, non? Bien sûr, bien sûr. Mais tu entendras jamais un gars de Bjaïa dire que les gâteaux de Bjaïa sont meilleurs que ceux du Rif marocain, tu vois. Nador. Il y a une continuité, une... De Nador. Voilà, alors que... De Nador, Oh, on pardon. peut s'embrouiller sur le couscous, sur un certain voilà, nombre de choses, il y a d'autres sujets. sur le Burkfoul, sur le fait, les vapeurs et des sujets. Mais c'est vrai que si tu veux, c'est vrai qu'on se chamaille aussi. Est-ce que tu penses pas que c'est comme un peu dans les familles, entre frères et sœurs, il y a un petit peu de chamaillerie, non? Non, il n'y a pas de raison vraiment de chamaillerie entre le Maroc et l'Algérie. Je ne veux pas rentrer encore dans les considérations politiques, mais la nouvelle Algérie, et j'espère un jour le nouveau Maroc, régleront ça dans une fraternité amazigh à l'échelle du Maghreb. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Alors, donc, toi, Jamel, avant de venir au collectif Debout l'Algérie, ce que tu fais, parce que tu es membre de ce collectif à l'origine, ce collectif qui est né d'ailleurs dans les premiers, parce qu'au départ, ils étaient quelques-uns à Place de la République, pour avoir suivi en coulisses la vie du collectif. Exactement. Et donc, mais avant d'y venir, toi, tu as fait des études, tu as un parcours, tu as inventé des choses, tu as un parcours fabuleux, les gens ne te connaissent pas, donc je voudrais que tu nous en parles un peu de ce parcours. Parce que tu dis, j'ai fait des études en France, mes frères ont fait des études, tu as un frère qui est un mathématicien, qui a fait des choses aussi importantes, qui écrit, vous êtes une famille de cultifs, enfin, intellectuellement productive. Tout à fait. Et on est très fiers d'être plutôt dans une famille d'intellectuels, mais ça c'est dû au fait que de génération en génération, nos parents voulaient tous nous pousser de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a été poussé dans notre famille à être ingénieur, à être scientifique, à être... Alors, ils auraient accepté qu'on soit médecin ou avocat, tu vois. Mais en gros, il y avait une poussée très très forte du père, de la mère, pour nous pousser à étudier, qu'on n'a pas toujours bien respecté, mais enfin dans l'ensemble, ça a fonctionné. Et oui, moi je suis arrivé en France et je suis venu en taupe. Ce qu'on appelle la taupe, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Et j'ai eu beaucoup de mal au début parce qu'effectivement, il faut reconnaître que le niveau qu'on avait à l'époque, c'était en 72, 73, le niveau qu'on avait en Algérie n'était pas le niveau des meilleurs lycées en France. Mais j'ai eu la chance de rentrer dans un excellent lycée, du top. Donc j'ai souffert un petit peu, j'étais interne pendant longtemps, mais c'est là aussi que je me suis fait énormément d'amis, mon amour pour Paris, enfin beaucoup de choses qui ont marqué ma vie. Mais vraiment les 2-3 premières années en France c'était difficile, le soleil nous manquait beaucoup, on se réveillait dans l'obscurité, ça c'était quelque chose que j'avais jamais vu parce qu'il y avait des changements d'horaire ici à l'époque. Et donc on travaillait énormément, on était un petit peu enfermés. Mais très rapidement, après avoir réussi à l'école d'ingénieur, je suis rentré chez Télécom à Paris. Vraiment, la vie a changé complètement et j'ai eu encore quelques années très très heureuses en étant étudiant. Et puis après, mon papa est mort en 79. Et là, effectivement, il y a eu un petit moment de changement de destin, vraiment, parce que tu es en train de me laisser parler là, Cli, mais est-ce que je t'écoute? N'hésite pas à me recadrer si tu vois que je parle non, il faut justement, c'est ça. Non, mais je te recadrerai. Voilà, n'hésite pas. En tout cas, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je comptais à l'époque rentrer en Algérie et j'avais tout un tas de plans qui ne sont pas tous très clairs, hein, faut dire ce qui est. J'avais tout un tas de plans en tête pour rentrer en Algérie. Et puis mon papa est mort et voilà, ça a un petit peu changé les choses assez brutalement. C'était la fin de mes années d'études d'ingénieur. Voilà, c'était des années très heureuses en quelque sorte. Ouais. J'avais besoin de rien. Ça marque un coup d'arrêt dans le bonheur. C'est vrai, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Quand on perd un être cher, ça marque à une vie. Hein. Oui. Moi, ça m'a changé. Moi, j'ai la chance encore d'avoir mes parents, mais j'ai perdu une sœur en 2010. Voilà. Ça, pour la famille, c'est une vraie cassure. C'est un moment difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, on traîne d'ailleurs, non? Oui. Moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que j'étais au premier rang. Voilà. Jusque-là, tu as toujours quelqu'un devant qui est là et tu es un peu derrière, c'est ton papa ou ton grand-père ou ton oncle. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui couvre. On se retrouve sur le devant de la scène. Et là, tu te retrouves sur le devant de la scène, tu es le prochain, t'es le prochain en ligne, quoi. C'est toi qui vas y passer après. Et donc, quand même, on a très vite surmonté ça parce que le père était malade. C'est pas comme si quelqu'un était venu.
d'une manière... Bon, il avait été malade. Vous étiez un peu préparé, quoi. On était préparé. Enfin, on ne l'est jamais vraiment, mais un peu. Voilà. Ça a quand même fait un grand choc, et donc ça m'a réorienté. J'ai très vite postulé dans des labos de recherche, parce que j'étais quand même toujours très intéressé par trouver des choses nouvelles et avancer. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'INRIA, qui est un grand labo de recherche, qui est à Rocancourt, près de Versailles, à Paris. Et vraiment, ça aussi, ça a été une période exceptionnelle, parce que j'ai eu Rien à voir avec Rocancourt pour les escroqueries, c'est vraiment Rocancourt, un labo de recherche fiable. À mon avis, c'est un faux nom, ce mec-là. Parce que, je veux dire, à Rocancourt, il n'y a que des chercheurs propres, il n'y a pas de... Il y en a peut-être un ou deux qui exagèrent sur les papiers scientifiques, mais pas plus. Pas plus. Et oui, donc c'était vraiment c'était un coup de chance aussi, parce que, oui, c'est ça, le destin et la chance. 79, c'était l'apparition des microprocesseurs. Et c'est 78-79 que sont apparus les premiers microprocesseurs qui ont vraiment changé la vie, parce que à l'époque, il ne pouvait pas y avoir une cafetière électrique, tu vois, parce qu'il faut un microprocesseur dedans. Oui. Ça n'existait pas. Donc les cafetières, elles étaient comme on les a connues avant. À partir de ce moment-là, tout a changé, et j'étais en quelque sorte au début de cette vague. Et comme toujours, ceux qui sont au début d'une vague apprennent plus, avancent plus vite que ceux qui viennent après, qui forcément trouvent tout un ensemble existant. Oui. Voilà. Donc j'ai eu cette chance d'être au tout début, et donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager très très vite, très tôt. J'ai d'ailleurs eu des problèmes, parce que moi j'avais appris l'allemand au lycée, et j'étais d'ailleurs bon en allemand. Ouais. Et puis quand je suis arrivé dans la recherche à l'INRIA, tout était en anglais, donc j'ai eu quand même aussi des phases d'adaptation. Mais entre l'amitié de mon chef de l'époque, que je salue, qui était Najan Afa, qui est un excellent chercheur et homme d'équipe, j'ai été intégré dans une équipe, j'ai fait beaucoup de maths. Au début, j'ai fait des modélisations, puis j'ai établi un petit peu mon nom, et puis on m'a donné de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de domaines de recherche. J'ai géré des gros budgets à l'époque, j'ai financé des développements, le développement de la souris, que tout le monde utilise aujourd'hui. Nous l'avions financé à l'époque à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et ça a donné Logitech. Mais bien sûr, j'ai jamais rencontré Logitech, mais j'ai rencontré les chercheurs qui étaient au départ, et qui eux-mêmes étaient partis sur des idées de Negroponte, du MIT. On a financé quoi? On a financé la recherche en reconnaissance vocale, en synthèse vocale, dans pas mal de domaines. Et donc j'ai eu la chance, si je peux dire, en 3-4 ans, de moi-même faire de la recherche, de visiter énormément de gens en Californie, en Finlande, aux États-Unis, dans d'autres parties, à Boston, en Grande-Bretagne, et d'avoir aussi des budgets. Ce qui est quand même étonnant aujourd'hui. Aujourd'hui, le budget de la recherche, c'est pas le top, hein. Ça dépend des domaines, mais oui, à l'époque, c'était vraiment extraordinaire d'être dans cette position-là. Entendons-nous, c'était pas des budgets avec des milliards, non plus, des choses comme ça. Hein. Mais la recherche, ça a toujours été le parent pauvre des budgets de l'État français. Bien sûr, c'est pas du tout les budgets dont on parle dans l'industrie. Hein. C'est ça. Mais quand même, c'était des budgets, les gens étaient motivés, ils faisaient des trucs formidables. Alors moi, voilà. Moi, je confirme pour les gens qui nous regardent, parce que je connais. T'es trilingue, voire même quadrilingue avec l'arabe. Oui. Donc tu parles allemand, anglais, français et l'arabe. Voilà, et l'arabe. Et je parle un petit peu de russe en plus. Et il me manque une seule langue pour être vraiment Tamazirt. Bah oui, c'est le kabyle. Ça, c'est la langue importante. C'est vraiment. Oh là là. Ah là, si tu l'as pas, le reste, ça s'efface. T'as vu, voilà. T'étais bien, on te positionnait, et t'as tout effacé en parlant de ça. J'ai pas effacé. C'est une erreur monumentale de ne pas parler Tamazirt. Mais voilà, c'est pas une erreur, c'est un destin. Si mais tu vas en parler. Alors, Djamel, moi, ce que je voulais savoir, c'est que je sais que t'étais à l'origine de l'écran tactile. Oui, mais ça, c'est venu après. C'est quand j'ai quitté la recherche. On a fondé une société start-up et dont l'objectif et la réalisation a été un ordinateur de poche à écran tactile. Donc l'écran tactile en tant que tel existait pour des appareils informatiques ou dans les satellites ou dans des choses comme ça. On touchait avec le doigt des écrans, mais le concept de le faire dans un ordinateur de poche
et que ça remplace le clavier, nous sommes à l'origine de cela. Et je suis C'est l'origine du téléphone portable, quoi, en réalité. Absolument. C'est ça. Absolument. En réalité, vous avez été à l'origine du téléphone portable, quoi. Le form factor, les Américains appellent ça le form factor, c'est-à-dire le facteur de forme, le schéma d'ensemble du produit, c'est nous qui l'avons inventé les premiers. Ça a été fait entre 83 et 85. On est d'ailleurs au Guinness Book of Records de 87, le plus petit ordinateur de poche. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on avait vraiment trouvé la bonne taille. C'est-à-dire que c'était cette taille-là si je sors mon téléphone, je ne vais pas faire de la pub encore à Apple, il a déjà trop de pubs. Il a déjà trop de pubs, ouais. Et là, on l'a dit. Mais c'est vrai que donc tu es à l'origine. Et donc c'est quand même là, on pourrait parler des heures sur ton parcours, parce que tu as un parcours aujourd'hui, tu as encore inventé d'autres choses, sur la chaleur, sur d'autres choses. J'ai fait des tas de choses. Tu fais tas de choses, et donc les gens pourraient retrouver, donc on peut te retrouver dessus. Oui. Mais maintenant, je voudrais parler aussi de ton engagement. Donc voilà, on va revenir au collectif de Boule Algérie, oui. Parce que ça, c'est ton engagement aujourd'hui. Oui, tu as cet engagement aussi avant d'essayer de produire des choses écologiques. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, tu as un engagement écologique, mais là, comme on est dans le collectif de Boule Algérie, sinon les gens vont te le reprocher, fais attention. Pour connaître le collectif, tu pourras avoir des remarques très acerbes si tu ne parles pas du collectif. Hein. J'en aurai de toute façon. Et moi le premier, parce que m'a dit tu n'as pas parlé du collectif. Alors le collectif de Boule Algérie, raconte-nous un peu la genèse, et puis ce qu'il défend et comment ça se vit. Alors le collectif de Boule Algérie, d'abord c'est venu d'un cri d'indignation. De Faiza Menaï. Alors, qui a pris son téléphone en disant « je ne peux pas accepter ». Oui, voilà. Mais moi, je n'ai pas vu le jeune homme. Voilà. Moi, j'ai eu... Tu as vu que qui disait, mais voilà, qui ne peut pas... Voilà, ça raconte un peu l'histoire. C'est un jeune homme qui a lancé un cri d'indignation, vraiment, et qui a été entendu par Faiza, et qui a répondu à son cri, et qui lui a proposé « écoute, on va le faire en grand, tu ne sais pas le faire, moi je suis... plus expérimentée, plus introduite dans le militantisme, parce qu'elle a beaucoup milité avec d'ailleurs notre cher Akli et avec d'autres gens. Et donc elle a plus d'expérience, elle a pu faire appel rapidement à des gens qui connaissent, des gens qui ont donné des conseils. Elle a regroupé rapidement 3 autres personnes. Donc tout ça, j'y ai assisté. Mais j'y ai assisté comme compagnon de route un petit peu, j'ai vu tout ça se faire. Et compagnon de vie de Faiza, on peut le dire. Compagnon de vie de Faiza, exactement. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est amplifié extrêmement vite par la réponse des gens, par la réponse du peuple. Et c'est la réponse du peuple au début de Paris, mais la réponse du peuple algérien en général. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette réponse, elle est venue dès le départ familiale. Et on a eu bien sûr des tas de... Enfin, il y a eu une réponse, Jamel, le 22 février, il y a eu plus de monde. Mais au début, la première fois, le 17 ou je ne sais plus quelle date c'était, il y avait 20 personnes ou 50 personnes, je ne sais plus, c'était pas aussi nombreux. Ah non, le 17, on s'attendait à avoir 20 ou 30 personnes. On avait amené une petite table, un mégaphone. Il y avait 1000, je crois, je ne sais plus. Je pense qu'il y avait 3000 personnes le premier jour. C'était vraiment important. Tu vois, quand même, moi, j'étais resté sur un plus petit chiffre. Non, c'était important. J'ai quadrillé la place de la République et j'ai compté dans des carrés. Tout ça, je suis un mathématicien. Je sais, voilà. Ouais. Assez casse-pied comme moi, quand je regardais, je me suis dit, Bill, peut-être que je dois être comme... C'est peut-être selon la police. je dois aussi avoir peut-être un cerveau policier, peut-être. Et puis c'est peut-être moi qui ai un cerveau Donc 3000 personnes le premier. Mais vraiment, dès le premier jour, il y a eu énormément de monde. Dès le premier jour, il y a eu énormément de contradictions. Le mandat, c'est une provocation. Aujourd'hui, oui. Mais à ce moment-là, avant que ça n'ait lieu, il y avait beaucoup de gens qui disaient le cadre, je ne sais pas quoi, je les ai vus, moi. J'en ai vu qui osaient aller à la télé et dire aujourd'hui ils sont militants, c'est de la 25e heure, mais ils sont à la place de la République. Mais au début, il y en a qui ont été à la télé oser expliquer que le 5e mandat c'était une bonne chose pour l'Algérie. Oui. Et c'est un changement radical qui a eu lieu pour moi, parce que ça m'a emporté, mais aussi sur Faiza et sur tous les autres qui avaient appelé, c'est comme si on était transfigurés, quoi. Faiza, une femme très gentille, transportée, vraiment, parce qu'il a fallu très vite lutter avec des gens un petit peu bizarres, je ne veux pas citer les noms, enfin bon, on peut, Amir DZ, ce genre de gars, les Mac, les machins, il y a eu énormément de gens. On connaît, il y a toujours de tout, voilà, mais il fallait un peu clarifier, c'est ça ? En fait, il fallait vraiment lutter au début. Il fallait vraiment tenir sa place, il fallait se battre, et pas se battre physiquement, je veux dire, mais se battre dans la façon. Et c'est les gens,
en venant en famille, en venant avec les enfants, en venant avec les femmes, qui ont opté... Qui ont donné un côté populaire, convivial, Voilà, un peu comme Selmia, quoi. C'était l'esprit, quoi, de la révolution du sourire, quoi. Voilà. La révolution du sourire est venue presque naturellement et a disqualifié presque naturellement ce qui était, je vais être un peu méchant, mais des grandes gueules qui mélangent la religion avec la politique, avec les femmes, avec les enfants, enfin des tout, types... quoi, voilà. Quoi, comme et ce côté-là, ça a beaucoup joué dans le collectif de Boule Algérie. C'est le fait qu'il y ait une femme qui était très tôt leader, le fait qu'il y ait il y a eu plusieurs femmes, puisqu'on a fait la journée du 8 mars avec les femmes, c'était magnifique aussi. Voilà. Donc moi, ça me gêne un peu qu'on n'ait pas assez de garçons, d'hommes. Donc je lance un appel à tous ceux qui souhaitent être emportés par la Révolution. C'est une expérience extraordinaire. Véritablement, ça m'a transformé. Ça a transformé les gens autour de moi. Ça me donne une hauteur de vue de participer à un collectif comme Debout l'Algérie, parce qu'on se pose des questions qu'on ne se pose pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Oh, la machine à laver est en panne. Oh bah mince, il faut que j'achète une machine à laver, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est ça la vie de tous les jours. Là, quand tu es dans le collectif on est dans des perspectives, tu es dans des perspectives qu'est-ce qu'on voudrait pour demain? Et la liberté de la presse, voilà. La liberté de la presse, exactement. Quelle forme démocratique, enfin, voilà. Tout le monde s'interroge. Comment on peut aider ceux qui sont là-bas? Parce qu'en réalité, le collectif, c'est pour soutenir les c'est pas pour prendre leur place. En même temps, c'est pour défendre aussi les binationaux, parce que l'article 51 est devenu 63, parce qu'en même temps il s'appelle l'article 63, mais c'était l'article 51, c'est purement et proprement scandaleux, on l'avait combattu, d'ailleurs Faiza, toi à l'époque, on l'avait combattu, donc tout ça c'est aussi des vraies réflexions que vous nourrissez, non? Ah ben oui, c'est des vraies réflexions, et j'essaye de raconter ça, parce que tu m'as demandé de parler de mon parcours, et de l'effet que ça a sur moi, et j'essaye de transférer ça aussi aux gens qui regardent. On n'a pas souvent l'occasion de participer à une révolution, et c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que ça nous élève l'esprit, c'est fabuleux parce qu'on voit comment est-ce que les leaders, parce que moi je ne suis pas un leader, je suis un modérateur, si tu veux, je suis un travailleur, je suis un soutier parmi tout ça, même si je suis depuis le début et je suis peut-être un peu influent, mais on voit les leaders se transformer, comment est-ce qu'ils se battent et comment est-ce que dans ce monde très fluide, tout le monde est à égalité. C'est vraiment une merveille de vivre ça, donc j'invite tout le monde à le faire. Maintenant, on peut parler de la lutte. Il y a beaucoup de jeunes, Jamel. Il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes gars, jeunes gens, jeunes filles, beaucoup de jeunes qui sont très mobilisés à travers l'art, tout ça, beaucoup de jeunes. Et alors, peut-être encore plus en Algérie, parce qu'il y a tous les jeunes qui participent. Ici, on a beaucoup de jeunes qui sont des jeunes étudiants ou des jeunes parents déjà professionnels. Mais oui, c'est vraiment formidable le mélange social que ça fait et l'occasion qu'on a de penser à des grandes choses et de se donner un petit peu pour son pays de manière désintéressée. On ne va pas y retourner à nos âges. Mais, oui, on ne va pas être élu là-bas. On ne va pas être élu là-bas. Je suis certain parce que souvent, moi, je dis, ils vont t'appeler, tu te dis, non, on est élu ici, on a notre vie ici, on est prêt à aider, à contribuer, mais on ne veut pas prendre la place des autres. Et ceux que ça intéresse, ils ont le droit. Même si les binationaux ont le droit de s'intéresser aussi. C'est normal, ça fait partie de la règle du jeu. Voilà. Et donc, il y a aussi dans le collectif de Boule Algérie, et ça aussi c'est quelque chose qui est dynamique, une volonté d'aller au-delà, une volonté de se rapprocher des autres collectifs, une volonté... d'unité. On ressent souvent la volonté de vouloir travailler avec tout le monde, parce que je crois que c'est important l'unité. C'est fédérateur. Le mot fédérateur, même fédérer, unité, fédérer, ça ne veut pas dire uniformité, chacun dans sa diversité, mais il faut arriver à s'unir. On le voit, il ne faut pas diviser les régions, il faut pas... L'Algérie a besoin d'unité aujourd'hui. Ah, tu voudrais qu'on parle de cette histoire de Berbère et de... Hein, voilà, ça, non, je veux rien, moi, c'est toi qui... Tu l'as pas avalé, cette histoire que je m'appelle Berbère. Non, je plaisante. Non, tu as un très beau nom de famille, Berbère, ça t'intéresse. Je te remercie beaucoup, j'en suis absolument fier et heureux. Voilà. Jamel Berbère, qui est arabe, entre guillemets, pour l'humour, et Rachid Arabe, qui est berbère. Donc c'est que demande de plus le peuple. Archi classique. Et je voulais pas revenir sur l'histoire des Berbères, mais je voulais juste dire à ce sujet-là, et ces séparations, c'est que l'horizon à Mazir, c'est l'horizon du Grand Maghreb. On a deux blessures pour nous les Algériens, la blessure de notre pays qui n'est pas démocratique et dont parfois on a un peu honte quand le président se présente une 5e fois quand même, alors qu'il est malade et tout, faut pas charrier. Il y a des moments, ça nous blesse même dans notre fierté, qu'on se retrouve là. Mais il y a aussi une deuxième blessure qui est cette séparation entre l'Algérie et le Maroc,
cette Libye qui est dans un état de guerre civile, La Tunisie, la Mauritanie qui est en perdition, la Tunisie qui est encore nos voisins, Nord Mali voilà. et Nord Niger, ce sont des Berbères aussi, une partie du Sénégal. Enfin, voilà. Ce territoire a une histoire en commun quand même. Absolument, c'est une histoire en commun, c'est une histoire qui a été interrompue par la colonisation. C'est la colonisation qui a découpé tous ces territoires en morceaux. Bien sûr. Je pense que l'horizon amazigh et l'horizon berbère, si je peux m'exprimer comme ça, c'est un horizon de Grand Maghreb. On a besoin de relier tous ces peuples à nouveau. Et l'amazirité, c'est vraiment la bonne direction pour ça. Je ferme cette parenthèse qui t'explique pourquoi je suis fier d'être berbère et né au Maroc et en Algérie. C'est bien, ça ne va pas de ça. Mais il ne faut pas oublier quand même aussi que l'Algérie, parce qu'on parle du Grand Maghreb, du Maghreb, ce truc, tout ça, il ne faut pas oublier aussi le rôle de l'Algérie quand même, historiquement, par rapport à sa révolution, sur son rôle par rapport à l'Afrique. Oui, bien sûr. On a été l'un des grands pays non alignés, l'un des grands fondateurs de l'unité africaine. De l'unité africaine, bien entendu. Avec l'Afrique du Sud, de Mandela après. Il y a eu des belles choses de fait en Algérie. Hein, mais il ne faut pas oublier la Mecque des révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas balayer, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, bien sûr. Parce que certains voudraient le faire. Il faut garder cet attachement profond qu'on a à l'unité africaine aussi. Bien sûr. Alors, déjà, si on peut assurer l'unité de l'Algérie pour les temps qui viennent, on sera pas mal. Mais je suis d'accord avec toi. Quand on assure l'unité au-delà de son territoire, c'est qu'on assure déjà la sienne. Certainement. Quand on fait aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse pour nous, ça veut dire qu'on est déjà sur la bonne voie, non ? Oui. Et moi, je suis très confiant pour les résultats de ce qui est en train de se passer en Algérie. J'ai aussi peur, comme tout le monde, parce que personne ne fait une révolution sans avoir le nœud au ventre quand même un petit peu. Il y a un peu d'inconnu quand même. Hein. Voilà. On voit bien, tant qu'il n'y aura pas un état de droit, entre guillemets, la justice, elle peut être arbitraire, les institutions aujourd'hui sont arbitraires, il y a la seule institution qui fonctionne et qui a un pilier, c'est l'armée. Donc de quel côté elle va aller ? L'armée, elle n'appartient pas à une personne, elle appartient au peuple algérien. Donc, est-ce qu'elle va accompagner le peuple algérien ? Tout ça, c'est encore des questionnements, c'est du foisonnement. Mais je voulais juste... On a un peu peur, mais honnêtement, on est très optimiste. Parce que c'est ce côté Selmiya qui est formidable. Et si on arrive à bien s'expliquer à nous-mêmes ce côté Selmiya, je pense qu'à terme, il y aura une concorde en Algérie. À terme, on redeviendra tous frères. Et cette période un peu d'acrimonie va se résoudre de manière positive. Je veux dire, moi, Jamel, quand j'ai vu... là, on ne parle pas de ici, mais bon, parce que juste avant, les gens parlent des grandes marches, mais il faut savoir qu'aussi en Algérie, la première action qui a été menée, c'était avant le 22 février, c'était à Kerata, le 16 février. Bien sûr, j'ai entendu parler de ça. Il faut, non, mais là, souvent, je tiens à le répéter, Kerata, je suis de Sougelting juste à côté, mais c'est pas du chauvinisme. C'est pas du chauvinisme. J'ai juste rappelé l'histoire. Non, jamais tu me connais là-dessus. Mais franchement, moi, quand j'ai vu, le 16, mais quand j'ai vu le 22, cette Algérie, dans la rue, unie, j'en ai eu les larmes aux yeux. Moi aussi. Aujourd'hui, quand j'en parle, ça me fait encore des frissons, parce que j'ai eu une fierté, parce que j'ai vu cette indignation grandissante, et ils m'ont redonné de la fierté. Autant je rasais les murs, parce que quand on me parlait, on me disait, vous avez un président qu'on ne voit pas, tu as vécu ça. Oui. Et là, j'ai ressenti une fierté, ce peuple surprenant, moi, il m'a surpris. Respect au peuple algérien, mais j'ai eu une fierté d'en faire partie. Je sais que c'est pas bien d'avoir un peu ces égos ou ces trucs. Mais, pourquoi c'est pas bien ? Moi, je suis très content. J'en étais même limite à une vanité, Jamel. T'as pas ressenti ça ? Ce peuple est un peuple surprenant. D'ailleurs, il nous surprenait quand on y allait en vacances, quand on allait pour le travail, quand on allait pour des choses. Il était toujours surprenant parce qu'il était toujours... Pas toujours dans le bon sens. Même dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer des choses et d'un seul coup, ça s'éclairait parce que ce sont des gens chaleureux de nature déjà. Mais là, il a surpris le monde entier d'ailleurs. Oui, absolument. Et en même temps, je veux dire, ce qui est merveilleux, c'est ce côté que tout le monde soit sorti. Tu vois, c'était pas une révolte brutale ou une révolte violente. C'est une révolte très pacifique. C'est une révolte où il n'y a pas de grève, où il n'y a pas de... C'est extraordinaire. Et c'est très important aujourd'hui que ça réussisse parce que si même en étant pacifique et calme et doux et en famille et juste les vendredis, c'est-à-dire on n'empêche pas les usines de travailler ni le pays de fonctionner, si même comme ça on se fait taper dessus, alors c'est le retour vers on n'a aucune chance. Voilà, donc c'est une très belle chance qui arrive là. Et je tiens à dire aussi une chose
on a des outils qui nous ont permis ça, qui s'appellent Facebook. Et parce que ça a circulé très très vite. C'est tous les réseaux sociaux, parce qu'Insta, c'est dans tous les réseaux Voilà, sociaux. voilà. Le net a accéléré un peu l'information. D'accord. Il y a aussi des fake news. Alors justement, c'est de ça que je veux parler. C'est que ce qui a été permis très très bien au début, il faut savoir que le premier appel à Paris a été fait le 14. Le 17, qui est la première manifestation à Paris, il y avait Tabou, il y avait Assoul, il y avait quand même des personnalités algériennes. Parce qu'eux, ils sont là depuis plus d'un an dans les manifs. Hein. Eux, ils étaient depuis plus d'un an dans les manifs, bien sûr. Mais nous aussi, on a vu on était au courant. Enfin, je veux dire, Faiza, elle suivait tout ça. On était au courant de Selmiya, des différentes stratégies. On peut saluer les gens du CP, voilà, bien sûr. Enfin, le groupe qu'ils ont créé aussi. Tout le monde il y avait une classe un petit peu politique qui était au courant, mais il faut voir que grâce à Facebook, l'appel a été fait le 14, les personnalités algériennes étaient là, la première chose a pris, le 22, ça a explosé tellement vite, c'est impossible de coordonner 5 millions de personnes si tu n'as pas Facebook ou des choses de ce genre-là, c'est impossible. 20 millions. En Algérie, dans la rue, on a dépassé les 20 millions. D'accord, mais je parle juste de la première. Oui, la première, oui, c'était déjà monstrueux, et c'était 5 millions. Non, mais je dis, parce que ça a été jusqu'au ça niveau. a augmenté, voilà. Ça a augmenté, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, Facebook est un danger. C'est un très grand danger, et nous nous battons au sein du collectif Debout de l'Algérie, nous incitons les autres collectifs à se battre contre ça. C'est un très grand danger parce qu'il permet de démolir nos leaders. Nos leaders aujourd'hui sont attaqués sur Facebook avec des fake news et avec des gens qui vont salir. Il y a des gens qui commencent à appeler ça les mouches sur le réseau. C'est un joli nom. Les Algériens ont encore inventé un joli nom parce qu'autrement, d'habitude, on appelait ça le dark web, c'est-à-dire un réseau sombre. Sombre, dark web, brun. Un réseau brun qui est on sous voit la les terre. forces brunes, on les connaît, oui. Voilà, et ces forces brunes, c'est ça qui a provoqué le Brexit, tu vois, Tout à fait. la catastrophe dans laquelle ils veulent casser l'Europe, on le voit bien de tout ça. Voilà, ils veulent casser l'Europe, et donc c'est très très dangereux pour nous. Et l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des leaders démocrates qui acceptent l'égalité des droits de la femme, qui acceptent la transition par le vote, et que ces leaders puissent se présenter un jour à une élection présidentielle propre. Si on n'a pas de leader, comment est-ce qu'on fera? Donc Facebook nous démolit nos leaders systématiquement, qu'ils soient plutôt de gauche, qu'ils soient plutôt de droite, quelle que soit leur tendance. Nous, on est citoyens et on va les supporter tous pour qu'ils puissent se présenter aux élections par le peuple. Je te prie d'intervenir parce que là, tu me laisses parler trop longtemps. Non, parce que c'est fini, là, c'est pour ça que c'est fini. Donc, vous voyez, comme avec Jamel, on peut dégoûter longtemps. Mais en tous les cas, on a bien retenu le message. Il faut effectivement, comme l'a dit Jamel, faire attention aux informations qui sont diffusées sur le net. Les gens qui sont attaqués, en principe, c'est qu'ils peuvent déranger. Donc, essayer de voir les raisons pour lesquelles les gens les attaquent. Absolument. Et de ne pas, aujourd'hui, souvent quand on désigne un bouc émissaire ou quand il y a certains instrumentalistes pour exister, faites attention à tout ça, soyez vigilants. En tous les cas, nous, aujourd'hui, on se retrouve lundi prochain, avec un nouvel invité. Jamel aura eu beaucoup de choses à dire. Et on va vous souhaiter un Sahaf Torkoum parce qu'il doit être 21h35 maintenant, puisqu'on a un peu dépassé. Et donc, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité. Merci à Jamel d'être venu avec nous et nous à lundi prochain. Bonsoir. Merci beaucoup, Aki.